Parfois, en nature, la photo, c'est pas nécessairement le meilleur média pour capturer des scènes. La vidéo, parfois, ça va vraiment mieux rendre des scènes comportementales ou encore des interactions entre certains individus. Donc, si tu veux améliorer tes vidéos animalières, j'ai 5 trucs pour toi à te présenter aujourd'hui. Évidemment, c'est pas complet, la vidéo c'est aussi complexe que la photo, sinon plus, mais avec ces conseils-là, tu vas pouvoir partir du bon pied. Si tu ne me connais pas, je suis Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un photographe animalier de Québec au Canada. Je capture mes aventures en nature depuis 2011 et à titre professionnel depuis 2013. Premier conseil, la résolution. Donc, si tu as un moniteur ou encore une télévision à la maison, tu as déjà entendu parler de 4K, Ultra HD ou encore de Full HD 1080p. Bref, quand on parle de ces résolutions, on parle du nombre de pixels qui est affiché sur ton moniteur. A l'inverse, sur une caméra, ça va être le nombre de pixels qui est enregistré à travers ton fichier vidéo. On va avoir deux types de résolution, l'interlace, le I et le P progressif, mais dans les boîtiers sans miroir et les boîtiers DSLR, on n'a que du progressif. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc la résolution de base qu'on va avoir en général, c'est le Full HD 1080p. C'est la résolution qui est utilisée principalement sur la majorité des télévisions, sur la majorité des moniteurs, pour les vidéos sur YouTube, pour les vidéos sur Facebook. On va avoir également du 4K, mais la grande majorité, ça reste du 1080. Personnellement, toutes mes vidéos sur YouTube ou Facebook sont en 1080p. La grande majorité des caméras vont offrir au minimum le 1080p et peut-être que vous allez avoir des résolutions qui sont supérieures. Ensuite, on va avoir le 4K. Donc le 4K, en fait, on a beaucoup plus de pixels qui sont captés. On a 4 fois l'équivalent du 1080p. Personnellement, c'est ce que j'utilise pour filmer, comme présentement. Et ça me permet de faire des jump cuts, de faire des petits zoom-in ou encore de vraiment recadrer très fortement dans mon image lorsqu'un animal est trop loin. Ce que j'aime particulièrement du 4K également, c'est lorsque je vais faire des Reels, je peux cropper à la verticale à l'intérieur de mon fichier que je vais filmer à l'horizontale. Parce que mon fichier horizontal, je vais l'utiliser par exemple sur YouTube et les fichiers verticaux, mais je vais les utiliser uniquement en Reels sur Instagram ou Facebook. Ou encore sur les Shorts sur YouTube. Plus élevé que ça, on va avoir même le 8K qui est 16 fois un Full HD. Mais là, attention, la taille des fichiers, c'est vraiment énorme. Entre tout ça, on a certaines résolutions intermédiaires comme le 2.7K ou encore le 6K. Deuxième conseil, le framerate. Le framerate ou la cadence d'image, c'est le nombre d'images qui est capté par seconde par la caméra. Et les cadences que je vais te parler aujourd'hui sont typiquement pour l'Amérique du Nord. Pour l'Europe, on va utiliser des cadences différentes. Et ça, c'est à cause du taux de rafraîchissement qui est différent en Europe qu'en Amérique du Nord. Donc ici, on va utiliser des multiples de 30, 60, 120, 240, tandis qu'en Europe, on va aller chercher des multiples de 25, 25, 50 et 100 images secondes. Donc le 30 images secondes, c'est ce que j'utilise pour la plupart de mes tournages, c'est ce que j'utilise présentement ici dans mon studio, c'est ce que je vais utiliser dans mes capsules portraits de photographes par exemple, et c'est la cadence que je vais utiliser pour exporter sur YouTube ou sur Facebook. C'est vraiment la cadence d'image de base et c'est la meilleure également en basse lumière, on va voir pourquoi par la suite. Ensuite, on va avoir le 60 images secondes, donc qui est un bon compromis pour faire des petits slow motion. Donc, on peut ralentir de 2 fois notre image pour avoir un 30 images secondes à la fin. Et si on veut vraiment faire du ralenti, on va aller chercher du 120 images secondes. Donc, on peut ralentir 4 fois notre image pour avoir un framerate qui va donner 30 images secondes au final. Je vous ai parlé que le 30 images secondes, c'était le meilleur en basse lumière. Et c'est parce que la vitesse va être étroitement liée à la cadence d'image. Donc en vidéo, on va utiliser une vitesse qui va être égale à 2 fois la cadence. Donc si on est à 30 images secondes, on va utiliser une vitesse de 1 soixantième de seconde pour notre vidéo. Si on est à 120 images secondes, on va utiliser 1 250e de seconde. Donc plus la cadence d'image est basse, plus la vitesse est basse. Et plus la vitesse est basse, plus il y a de lumière qui rentre sur le capteur. Troisième conseil, les codecs d'enregistrement. De base, sur les caméras, on va avoir du H.264 ou H.265 8 bits. C'est vraiment le format d'enregistrement de base qui va nous donner un fichier qui est déjà prêt à l'utilisation. Un peu comme le JPEG qu'on aurait sur notre caméra. Donc évidemment, si on va faire du traitement vidéo, ce n'est pas nécessairement le meilleur format à utiliser. Ensuite, on va avoir le log 10 bits qui va nous permettre plus de latitude en post-traitement, surtout au niveau de la colorisation. Et encore plus élevé que ça, on a le RAW 12 bits. Et là, attention, on a vraiment la gamme dynamique la plus étendue, on a le plus de latitude en post-production, mais on a la taille de fichier qui vient avec. C'est très très lourd, ça prend beaucoup d'espace de stockage. Conseil numéro 4, les réglages. Au niveau de l'ISO, si tu filmes en H.264 ou H.265, il n'y a vraiment pas de différence, tu utilises un ISO comme tu le ferais en photo.
Si tu filmes en log ou en RAW, il va falloir que tu utilises les ISO natifs de ta caméra. Comme sur mon Z9, par exemple, j'ai deux ISO natifs, ISO 800 et ISO 4000. C'est vraiment les valeurs ISO à laquelle on va avoir le moins de bruit possible. Au niveau d'ouverture, on utilise, comme en photo, l'ouverture pour avoir le rendu qu'on veut. Si on veut une faible profondeur de champ, on va y aller à pleine ouverture. Si on veut avoir beaucoup de profondeur de champ, on va fermer le diaphragme. Il faut faire attention, par contre, si vous avez des taches sur le capteur ou des poussières. En photo, c'est facile à enlever. En vidéo, c'est vraiment difficile à enlever. Donc, si vous avez un capteur qui n'est pas super propre, gardez votre ouverture grande ouverte. Et au niveau de la vitesse, on utilise 2 fois la cadence, comme j'ai parlé précédemment. Lorsqu'on utilise tous ces réglages-là, on va souvent avoir une image qui est surexposée. Et c'est là qu'on va utiliser un outil indispensable pour le vidéaste, c'est-à-dire un filtre ND. Donc, on va couper la lumière qui entre à travers l'objectif et qui atteint le capteur. Personnellement, j'utilise un filtre ND variable, ce qui va permettre d'ajuster la densité du filtre selon la lumière, donc lorsqu'on a des conditions qui sont changeantes, ou encore lorsque nous-mêmes, on va changer de milieu, donc si on shoot en forêt et après ça on arrive dans une aire ouverte, évidemment, on n'a pas la même luminosité. Et cinquième et dernier point, l'audio. C'est souvent le point sur lequel on fait le plus de compromis. Probablement parce que c'est le plus difficile dans tout ça. C'est vraiment pas évident d'aller chercher un bon audio lorsqu'on a des bruits d'avion, des voitures, des gens, le vent. C'est vraiment une portion qui est très difficile à aller capter dans une vidéo. Souvent, on va se dire, je vais rajouter des bruits ou je vais mettre une musique par-dessus, puis ça va être ça. Ce qui n'est pas une mauvaise idée non plus, mais c'est le fun d'avoir un peu de bruit ambiant, des vrais bruits de cette scène-là. Pour aller chercher ton son, tu peux utiliser un micro shotgun, donc il va être très mince, il va aller chercher quelque chose de très précis. Ou encore, à l'inverse, un micro omnidirectionnel qui va capter vraiment tous les bruits ambiants. Personnellement, je vais entre les deux, je vais utiliser un micro cardioïde qui va capter l'essentiel de ce qui se passe devant lui et qui va assez bien capter le son autour. Lorsque tu enregistres du son, très important de ne pas distorsionner. C'est un peu comme les highlights en photo. Une fois que tu as dépassé la ligne, tu ne peux pas revenir, tu ne pourras pas récupérer cette information-là, à moins que tu utilises de l'audio 32 bits floating, ce qui n'est vraiment pas la majorité que les caméras vont supporter. Évidemment, s'il y a du vent, n'oublie pas d'utiliser ta bonnette, sinon il va y avoir beaucoup de bruit parasite. Et pour terminer, quelques conseils en rafale. Attention à la taille de tes fichiers. Selon la cadence et la résolution que tu utilises, tu peux facilement remplir des cartes et ne plus avoir d'espace pour continuer ton tournage ou tes photos. Utilise les réglages selon ce que tu veux avoir comme rendu ou encore selon la lumière disponible. Utilise la stabilisation, utilise le suivi du sujet en autofocus et surtout sois stable, quitte à laisser ton animal sortir du cadre. Il n'y a rien de pire qu'une vidéo qui bouge trop ou on voit rien. J'espère que ces conseils vont t'aider à améliorer la qualité de tes vidéos animalières. Si tu veux plus d'informations sur les formations que j'offre, je t'invite à aller voir mon site web au www.jeremylf.com. Je tiens d'ailleurs à remercier mes membres Patreon ainsi que mon partenaire Lore Photo qui me supporte dans mon travail à tous les jours. Si tu as aimé cette vidéo, clique j'aime, commente et partage, toujours grandement apprécié. Puis sinon, nous autres, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bonne photo et surtout bonne vidéo.